Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le Conseil constitutionnel au complet. Aminata Ly Ndiaye, Mamadou Badjo Camara et Youssoufa Diaoumbouch intègrent la plus haute juridiction du Sénégal. On vous explique tout dans cette édition. Le maire de Ndiarème Limamoulaye est mort. Baydi Seye a succombé à la Covid-19. Il y a 2 semaines, le défunt lançait un cri de détresse sur notre antenne face à la dégradation de la situation épidémiologique. 1300 décès, dont 14 survenus hier. Des personnels soignants à flux tendu. La pression hospitalière est indescriptible. Le président de la République a visité plusieurs centres de traitement à Dakar. Macky Sall appelle à l'adhésion vaccinale et au respect des gestes barrières. Dans l'actualité également, dernier jour de bachotage pour les candidats au bac général. Les épreuves démarrent jeudi. À 48 heures, les candidats sont partagés entre stress et soulagement d'arriver au bout d'une année scolaire particulière. Le variant Delta est venu à bout du combat. Balagaï, Bombardier, l'affiche est reportée en raison de la situation sanitaire. Le promoteur est dépité, mais Gaston Beng dit comprendre la décision. Ça y est, le Conseil constitutionnel est à nouveau composé de 7 sages. Aminata Ly Ndiaye, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, intègre le Conseil pour terminer le mandat de feu Bousso Diaw Fall. 2 autres intégrations, celle de Mamadou Badjo Camara, ancien président de la Cour suprême, et de Youssoufa Diaoumbouch, ancien premier avocat général près la Cour suprême. À noter que le professeur Seydou Nourou Tall, déjà membre du Conseil, devient le vice-président du Conseil constitutionnel. C'est un cri de détresse qui résonne aujourd'hui comme un adieu. Baydi Seye, maire d'une commune dans la banlieue de Dakar, est décédé des suites de la Covid-19. Pourtant, 15 jours auparavant, sur notre antenne, le défunt alertait sur la dangerosité de la maladie avant d'être emporté lui-même, hélas, par la 3e vague meurtrière. Chérif Dia. En tout cas, moi j'ai peur. Je vais crier partout ma peur pour transmettre ma peur, mon angoisse aux populations. C'était l'une des figures de la lutte contre le Covid-19 dans la banlieue dakaroise. Baydi Seye, maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye à Guédiawaye. Le 12 juillet dernier, sur la TFM, il exprimait sa peur face au désastre causé par la 3e vague. En tout cas, moi j'ai peur. Je vais crier partout ma peur pour transmettre ma peur, mon angoisse aux populations, à mes concitoyens et même par-delà à tout ce pays-là pour que les gens comprennent qu'il faut faire attention. La vie n'a pas de prix. C'est parce que la vie n'a pas de prix que le maire Baydi Seye s'est donné corps et âme pour lutter contre le Covid-19. 15 jours après cette alerte historique, l'élu perd son combat contre le variant Delta. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer cela. Les gens meurent. Vous savez, ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens meurent de manière bizarre dans les quartiers. Il y a certaines formes de mort virulentes. Les gens doivent penser que ce n'est pas fortuit. Je ne sais pas de quoi sont morts mes concitoyens, mais j'ai fait presque 10 jours pendant lesquels j'ai comptabilisé au moins 8 morts. Maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye depuis 2009, cet enseignant de formation vient s'ajouter à la longue liste des personnes emportées par le Covid. Mais son combat ne doit pas être vain. À ses concitoyens de le poursuivre pour honorer sa mémoire. Chérif, 14 personnes ont succombé hier à la maladie. La situation est tendue dans les structures hospitalières. Le chef de l'État, Macky Sall, est allé lui-même aujourd'hui s'enquérir de l'ampleur de la situation. Le président de la République a effectué une visite dans les différents CTE à Dakar. Macky Sall appelle à l'adhésion vaccinale, mais aussi surtout au respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Le chef de l'État qui se dit très satisfait du dispositif sanitaire en place dans les différents CTE visités dans la capitale. Une situation que le Sénégal gère jusqu'ici dans la résilience. J'ai été vraiment
vraiment très heureux de constater dans les différents hôpitaux que j'ai visités, partout, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déployé des moyens importants pour renforcer les capacités en lit chaud, donc en réanimation, mais également et surtout la fourniture en oxygène, puisque c'est un intrant extrêmement important dans cette phase. Le président de la République, encore plus marqué par l'engagement et le dévouement du personnel de santé, Macky Sall qui appelle les populations à leur faciliter la tâche. Nous avons un personnel de santé extrêmement dévoué, engagé, que ce soit le personnel médical, les professeurs médecins ou le personnel paramédical. Vraiment, je tiens à les remercier au nom de la nation. Et nous devons tous les aider à nous aider. Les aider à pouvoir contenir. Et pour cela, notre part dans ce combat, c'est de respecter les gestes barrières qui sont demandés. Le chef de l'État, conscient de la situation préoccupante générée par cette troisième vague, fait cette invite à la vaccination systématique pour éviter au système sanitaire d'être à terre. J'invite la population vraiment à aller se faire vacciner et à réduire les déplacements non nécessaires pour permettre au système de santé de ne pas être débordé. Parce qu'à partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Le président de la République annonce pour août prochain l'arrivée d'un important lot de vaccins entre 1 et 2 millions qui vont s'ajouter aux 500 000 déjà en cours d'utilisation. Merci Daniel. Le président de la République s'est rendu précisément au CTE du hangar des pèlerins, puis à l'hôpital d'Al-Diam. Ensuite, Idrissa Pouye, ex-CTO EFAN. Il est allé également au CTE de l'hôpital Le Dantec avant de terminer la tournée à l'hôpital principal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a réceptionné cet après-midi 500 000 nouvelles doses de vaccins, des vaccins Johnson & Johnson et Sinopharm reçus pour renforcer la campagne de vaccination en cours. Vous savez que le variant Delta est un variant qui se reproduit très très vite et aujourd'hui le nombre de cas de contamination a augmenté et nous l'avons tous constaté. Et cette augmentation du nombre de cas de contamination va plus vite que l'augmentation de nos capacités légères au niveau de nos structures. Tous les jours, on augmente nos capacités légères, mais cette augmentation donc est tout de suite bouffée par l'augmentation très importante de la positivité au niveau donc des patients. Nous avons maintenant ouvert pour adresser tous les Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Cela me paraît aussi important, ça dénote du volontarisme de l'État pour faire en sorte que la vaccination soit donc la plus large possible. Et nous sommes sur cette voie. C'est pourquoi donc ce que nous recevons aujourd'hui, 332 118 doses de Sinopharm et tout à l'heure plus de 136 000 doses de Johnson & Johnson vont nous permettre donc dans les jours qui viennent d'accélérer donc la cadence en termes de vaccination. Mais en plus de cela, nous attendons aussi, courant août, d'autres livraisons, notamment dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre de perspectives qui sont souvent des perspectives nationales. Et la tension hospitalière se mesure également dans les résidences privées, dans ces structures. Aussi, les soignants sont à flux tendu. Vous allez le voir, la Covid représente plus de 80% des prises en charge. C'est un reportage édifiant de Pape Sangonembaye et Pape Faraning. La salle d'attente qui se trouve à côté de son bureau ne désemplit pas. Dr Konaté est sollicité. Le médecin précise que ces consultations sont du simple au double. Vous avez vu vous-même, on est super débordé. Les consultations actuellement sont multipliées. En moyenne, par jour, je reçois une trentaine de personnes. Avant, on était à une consultation de 10 personnes par jour. Là, on est à plus de 30 par jour. Dans cette clinique privée, plus de 80% des malades présentent des signes du Covid. L'établissement a des cas graves. Pour ne rien vous cacher, et même je peux vous dire, c'est plus de 80% de la consultation actuelle. On met des traitements et ça se passe bien dans la majorité des cas.
Ils payent des cas qui ont besoin d'oxygène. Ils sont hospitalisés dans la structure, on leur met de l'oxygène et dans la majeure partie des cas, ça se passe bien. Malgré la ruée vers les hôpitaux privés, le tarif n'a pas évolué dans cette clinique. Parce que c'est une prise en charge gaona, c'est rapide et ils sont très efficaces. Ça ne sert absolument à rien de payer des millions et en retour d'avoir une mauvaise qualité du service. On consulte toujours à nos tarifs et même en tant que privé, nous avons des tarifs qui sont très abordables. À l'image des structures publiques, celles privées sont aussi débordées. Le nombre de patients a connu une hausse ces dernières semaines, une situation qui impacte sur les heures de travail pour soulager les hôpitaux. Merci Pape Farah. Dans ce contexte, les manifestations et rassemblements sont systématiquement interdits, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Ces décisions administratives s'expliquent par le contexte sanitaire selon le sous-préfet de Dakar Plateau. Marcel Farba Maroun et Mardjeng. Région la plus touchée par la troisième vague de coronavirus qui secoue actuellement le Sénégal. Dakar a vu ses rues récemment se vider à cause de la fête de la Tabaski. Depuis quelques jours, les populations effectuent leur retour petit à petit au sein de la capitale en provenance des autres régions du pays, ce qui pousse les autorités à prendre les devants. Dans la zone de Dakar Plateau, les premières décisions ont été rendues publiques par le sous-préfet. Rien que la veille de la Tabaski, j'avais eu pas moins de 62 demandes d'autorisation de manifestation, n'est-ce pas, de rassemblement au niveau de Plateau. J'ai dit que nous sommes dans une situation telle que les hôpitaux commencent à être saturés. Le taux de contamination est extrêmement élevé. Aujourd'hui, le mutant ou le variant Delta a une possibilité de contamination qui est extrêmement rapide. N'est-ce pas? Nous pensons aujourd'hui que nous devons avoir le seul objectif, c'est de lutter contre la pandémie, contre la troisième vague. Une décision pas forcément du goût de certaines personnes désireuses de vaquer normalement à leurs occupations. Il faut dire que cette décision concerne surtout les rassemblements d'ordre culturel, puisque d'autres sont, pour l'heure, autorisés. Je ne sais pas ceux qui contestent, pourquoi ils contestent, et je ne sais pas aussi est-ce qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles beaucoup de manifestations ne sont plus autorisés. À la situation actuelle, au plateau, où nous avons déjà 11 marchés, du marché de Koloban, Fass, Gueule Tapée, Tilène, Petersen, Sandaga, n'est-ce pas, Kermel, Touba Sandaga, ainsi de suite. Tous ces marchés fonctionnent tous les jours. Nous avons des gares routières comme la gare routière de Petersen et d'autres gares secondaires. Nous avons les lieux de travail. Donc une forte concentration populaire où tous les jours, les gens quittent la banlieue et les régions pour venir au plateau. Si maintenant, s'y ajoute qu'on continue à laisser les restaurants ouvrir, il n'y a pas de problème, ça peut marcher. Continuer à laisser les boutiques ouvrir, ça peut marcher. Les marchés fonctionnent, ça peut marcher. Maintenant, pour les questions de rassemblement d'ordre culturel, je pense pour le moment, on peut vraiment les éviter. Et ce qui fait que c'est pour effectivement aider, contribuer à lutter contre cette maladie, que personnellement, j'ai dit que en dehors même des rassemblements, même les urgences sont suspendues. Mais ça ne veut pas dire que nous voulons lutter contre la volonté populaire. Non, au contraire, c'est pour aider les populations elles-mêmes, n'est-ce pas, à être sauvées de cette maladie, qui est une maladie qui existe. Depuis le début de la pandémie, Dakar concentre la majeure partie des cas de contamination. Avec cette troisième vague liée au variant Delta, pas moins de 75% des cas au Sénégal proviennent de la capitale. Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, présidé par le général de division François Ndiaye, a présenté ce matin par visioconférence son rapport d'activité à la presse et à la société civile. Sur un montant alloué de 103 milliards de francs CFA, plus de 97 millions de francs CFA ont été payés, soit un taux d'exécution de 94,39%. Synthèse Iboudjouf. Après une mission de plus de 12 mois, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de la force Covid, par visioconférence, a partagé avec la presse le rapport final de ses activités et sous la direction du général de division François Ndiaye. Le travail qui a consisté à veiller à la transparence de sa mise en œuvre du force Covid et formuler des recommandations visant à améliorer l'intervention de l'État en cas de survenance de crises similaires.
Et pour réussir cette mission liée à la résilience économique, le comité avait axé son travail sur 4 piliers. Le soutien du secteur de la santé, le renforcement de la résilience sociale des populations, la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et en denrées de première nécessité. En ce qui concerne le soutien apporté aux populations, y compris nos compatriotes vivant à l'étranger, plus de 97 milliards 227 millions ont été payés sur un montant alloué de 103 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de plus de 94%. Toutefois, des recommandations ont été faites pour corriger les manquements notés dans la distribution des kits alimentaires, la conservation et la mise en jour du registre national unique, le renforcement des moyens de contrôle de la pharmacie nationale d'approvisionnement, œuvrer également pour faciliter l'accès à la plateforme des futures opérations similaires. Profiter de l'opportunité pour mettre à jour la cartographie des Sénégalais de l'extérieur. Il faut également intégrer les spécificités financières des pays d'accueil avant le lancement d'une opération de cette envergure et enfin mettre en place une organisation plus agile et alerte pour anticiper la gestion des crises. Merci Ibou. L'autre grand titre de cette édition, dernier jour de bachotage pour les candidats au bac général. Les épreuves démarrent jeudi, après-demain. Comment va le moral des candidats à 48 heures de l'examen? Vous allez le voir, ils sont partagés entre stress et soulagement. C'est un reportage réalisé par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Nous sommes à 48 heures des épreuves du baccalauréat. L'heure est aux dernières révisions. Ces candidates en classe de terminale L2 sont partagées entre stress et angoisse. On tient bon. En tout cas, moi, en personne, je suis stressée. Oui, parce que c'est la première fois que je vais faire le bac. Tenir tête, on a eu le courage jusqu'ici. Donc, je pense qu'après 48 heures, ça n'est rien. Vous êtes confiant? Oui, on peut confiance. Pourtant, Adama est beaucoup plus confiant. Seulement lui, c'est la deuxième fois qu'il refait le bac. Je suis moins stressé par rapport à quelqu'un qui fait le baccalauréat pour la première fois. Mais pour moi, dans mon cas, c'est la deuxième fois que je fais le baccalauréat. Alors. Avec une année scolaire assez longue, le bac qui a été repoussé, ces candidats ont hâte que les épreuves se passent. On est en classe depuis le mois de novembre jusqu'à juillet presque. Nous sommes vraiment fatigués. Avec les repoussages des dates et autres, nous sommes très fatigués. Ce soulagement pour cette année est que les programmes ont pu être terminés. Merci Fat Bintou et bonne chance à tous les candidats. Dans l'actualité également, la révision exceptionnelle des listes électorales s'ouvre le 31 juillet prochain et elle se déroulera du 31 juillet au 14 septembre 2021. Des commissions administratives seront créées dans les communes. Explication, Mamadou Fall. Le décret présidentiel prouve à suffisance qu'on est à l'avant-dernière étape devant nous acheminer vers les élections locales de janvier 2022. Un projet de décret portant révision exceptionnelle des listes électorales adopté dans l'urgence. Une étape extrêmement importante qu'on attendait parce qu'il faut le dire, lorsque nous avons proposé un planning pour la détermination de la date du scrutin, nous avions pris en compte ce moment important où beaucoup de Sénégalais détenteurs d'une pièce d'identité ou n'ayant pas de pièce d'identité, en tout cas CEDEAO, avaient envie d'être sur les fichiers électoraux pour exécuter, si vous voulez, pour exercer leur rôle de citoyen. La loi a été adoptée, le projet de loi en Conseil des ministres en urgence, la loi votée en procédure d'urgence. Et donc la révision se fera en urgence également. Il faudra des mesures urgentes pour assurer le droit de vote à tous les citoyens. Également des mesures d'urgence, d'accompagnement pour garantir le droit de suffrage à ces 2 millions qui seront concernés par ce processus-là. 2 millions parce que les primo-votants, c'est environ 1 million. Tous ceux qui auront 18 ans à partir du 23 janvier, c'est tous ceux qui sont nés après
janvier 2004. Mais pour certains, les décrets présentent des manquements puisque certains pourraient être écartés. L'État ne fait pas trop confiance aux primo-votants. Le parti au pouvoir ne fait pas trop confiance aux primo-votants. Les élections passées, on a vu que les primo-votants n'avaient pas voté. Et cette élection aussi, ils sont découragés parce que quand vous leur demandez d'aller dans les commissariats, chercher une carte d'identité et revenir, et quand ils vont recevoir cette carte d'identité, revenir encore pour s'inscrire à nouveau à zéro, je pense que c'est une double utilisation, ce qui n'est pas normal. Le délai de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales est jugé très court pour certains. Il faudra cependant une bonne organisation afin de tenir ces élections locales. Parlons de l'immigration irrégulière. Plus de 100 candidats ont été stoppés net et emprisonnés en 1 an. Pour mieux lutter contre ce fléau, 4 antennes de division seront installées dans les villes côtières. La question a réuni à Saly les polices de 7 pays de la sous-région. Compte rendu Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Une centaine de personnes se trouvent actuellement sous les verrous. Selon la police, elles sont accusées de trafic de migrants et de traite des personnes. Une centaine qui sont actuellement détenues et qui sont poursuivies par la justice. Je pense que la justice a toujours joué son rôle quand il s'est agi d'incarcérer ces trafiquants et de les condamner. Et pour mieux lutter contre ces phénomènes, la police de 7 pays de la sous-région avec l'appui de l'Union européenne partage leur expérience. Une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA sera débloqué pour faciliter la lutte. Et ça s'est décliné dans la formation de nos personnels en matière de police judiciaire, en matière de lutte contre la fraude documentaire, mais aussi l'appui en matériel logistique, notamment les véhicules, les motos. Il y a aussi la construction du siège de la DEPAF, de la police de l'air et des frontières, mais aussi des antennes de la DNLT, qui est la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants. Pour cette année, 4 antennes qui seront construites, notamment à Saly, à Ziguinchor, à Saint-Louis et à Kédougou. La police invite aussi la population à s'impliquer dans cette lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Tout autre chose à présent, programme d'urgence pour l'emploi des jeunes. À Louga, 50 jeunes chômeurs ont été recrutés pour renforcer la protection du patrimoine forestier. Le secteur de l'environnement et du développement durable devrait à terme recruter 10 000 jeunes dans le cadre du programme d'urgence. Tiernophal. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes, le secteur de l'environnement et du développement durable a bénéficié d'un quota de 10 000 agents. 7 000 pour l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. 3 000 dont 2 000 pour la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols et 1 000 pour la direction de l'environnement et des établissements classés. La mise à contribution de ces moyens humains devrait permettre de renforcer l'opérationnalisation de l'initiative majeure du PSE vert. À Louga, 50 jeunes ont été recrutés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces agents seront affectés aux différents services du secteur où ils vont travailler pour renforcer la protection du patrimoine forestier. Il s'agit en substance d'œuvrer à accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de coupe et de trafic illicite de bois et d'assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse. Toujours dans le cadre de ce programme, dans le département de Louga, 681 jeunes seront recrutés au total. Ce programme, Khayundaou, va générer plus de 412 348 emplois et aura un impact décisif sur un nombre incalculable de ménages. Plus spécifiquement, il s'agira pour le département de Louga d'enrôler 681 jeunes dans le cadre du recrutement massif. La cérémonie de signature des contrats liant le secteur de l'environnement et du développement durable aux jeunes enrôlés dans le département de Louga marque le lancement symbolique du programme Khayundaouni. Merci Tierno. Et puis sur l'international, en Côte d'Ivoire, l'image fera date, la rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Rencontre entre les deux leaders politiques 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
le fondateur du FPI, accueilli donc au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Et puis un mot de sport, report s'inédié du combat Bombardier-Balagaï. L'affiche est reportée en raison de la situation sanitaire. Les organisateurs ont rencontré cet après-midi le gouverneur de Dakar. Le promoteur est chagriné, mais Gaston Beng comprend et accepte cette décision. Cher Sadibou Diarra. Pas de combat de lutte au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. C'est la conclusion qui émane de la deuxième rencontre entre les promoteurs et le gouverneur de Dakar. La situation épidémique est à l'origine. L'État a décidé donc soit de faire un huis clos total ou bien de faire un report. Maintenant, le huis clos total ne nous arrange pas, en plus que nous, on s'est engagé en investissant des centaines de millions. Donc si tu fais un report, un huis clos total, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, le report, ça c'est la décision de l'État, c'est l'État qui décide. Mais vu la situation de la Covid-19 aussi, et ça aussi, on nous a présenté toute la situation de ce pays par rapport à la pandémie. Et vraiment aussi, étant un bon citoyen, étant un républicain, étant un citoyen, on fait que vraiment ce pilier à la décision. Les promoteurs résignés s'attendent à de nouvelles dépenses à effectuer. C'est vrai qu'il y aura des pertes parce qu'on a engagé des dépenses aujourd'hui qui peut être sur la communication autre chose. On va encore continuer à dépenser. Toutefois, il ne réclame pas encore de compensation financière. On attend après que le gouverneur va rendre compte au président de la République et maintenant peut-être il y aura encore des discussions à suivre avec eux. Mais pour le moment, on n'a pas parlé de dédommagement, on n'a pas parlé de rien. C'est une décision de l'État. L'État est souverain. L'épidémie de Covid-19, la lutte sénégalaise en a subi les conséquences. Elle enchaîne 2 saisons qui ne sont pas allées à leur terme. Un manque à gagner pour lutteurs, promoteurs et amateurs. Merci cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi.